Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La Côte d'Ivoire et le Brésil coopèrent dans le domaine des ressources halieutiques. Le Brésil vient de mettre à la disposition de la recherche ivoirienne 5000 alevins pour la production de tilapia génétiquement améliorée. Le ministre d'État brésilien de la pêche et de l'aquaculture est depuis hier sur les bords de la lagune ébriée pour convoyer les 2000 premiers alevins reproducteurs. Il va profiter de son séjour de 3 jours pour signer de nombreux partenariats avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous dit Hugues Hervé-Blé. Dans ces cartons arrivés ce dimanche avec le ministre d'État brésilien de la pêche et de l'aquaculture, 2000 alevins reproducteurs. Ils proviennent du Centre national de la lutte contre la sécheresse du Brésil et vont permettre la production de tilapia génétiquement améliorée. Signe de l'intérêt accordé par le Brésil à sa coopération avec la Côte d'Ivoire, c'est dans un jet affrété par l'État brésilien que le voyage sur Abidjan s'est effectué. Na verdade, o propósito da nossa chegada aqui, da nossa estada aqui. C'est une coopération très importante pour la Côte d'Ivoire et bien sûr pour le Brésil aussi. Une coopération qui tient à renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On doit remercier la Côte d'Ivoire parce que les tilapia qui ont été introduits au Brésil ont été introduites à partir d'un don de alevins ivoiriens. Dans les années 70, des tilapia ivoiriens ont été transférés au Brésil. Là-bas, ils ont appliqué à ces tilapia une technologie assez appropriée qui fait qu'aujourd'hui, les tilapia ont connu une amélioration extraordinaire. Et donc, ce sont ces tilapia-là qu'on nous retourne. Le ministre d'État brésilien de la pêche et de l'aquaculture va passer 72 heures en Côte d'Ivoire, l'occasion de lancer officiellement le projet de développement durable de l'aquaculture et de la pêche dans le cadre de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les artistes ivoiriens ont été invités à prendre une part active dans la lutte contre le tabagisme. La décision du gouvernement d'interdire de fumer dans les lieux publics prise en 2012 vient d'entrer dans sa phase pratique. C'est donc le temps de la répression. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a appelé les artistes à aider à faire respecter cette mesure en faisant passer leur message. Il les a rencontrés récemment à cet effet. Serge Gangomé et Herman Niamien étaient de la rencontre. Une image insupportable, le corps d'un homme détruit par la consommation de la cigarette. C'est par cette image que les agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont illustré le danger qui guette les fumées à cette rencontre de sensibilisation des artistes de Côte d'Ivoire. Toute une pathologie qui peut commencer de la tête jusqu'aux pieds. On voit là le cancer de la bouche, des yeux, de la gorge, on voit là le sein, l'impuissance sexuelle, tout ça. C'est causé par la cigarette. Il s'agit pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers cette campagne contre le tabagisme, de convaincre les artistes ivoiriens afin de faire d'eux des relais pour la sensibilisation des populations. Convaincus du caractère nocif du tabac, les artistes ont rassuré les initiateurs de la campagne quant à leur contribution effective. Je suis terrifiée par les images que j'ai vues et je bénis Dieu de ce que depuis un moment, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Quand le médecin tout à l'heure a insisté que vraiment ça peut pousser jusqu'à donner vraiment des faiblesses sexuelles, jusqu'à ce niveau en tant qu'un homme vraiment bon. Je pense que à partir de cigarette doit te pousser vraiment à ne plus devenir garçon, mieux vaut ne pas fumer. On rentre en studio bientôt pour sensibiliser la population contre le tabagisme. Le représentant de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est réjoui de cette mobilisation des artistes dans cette campagne. Pour lui, c'est par le concours de tous que la lutte contre le tabagisme portera des fruits. L'UNARCI, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, a remis aux représentants du ministre de la Santé la charte de l'artiste contre le tabagisme, une charte qui traduit l'engagement des artistes à lutter contre ce fléau. On se rend à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, pour s'intéresser à la Journée nationale des gestionnaires des ressources humaines. Et c'est avec Charles Tatou. La gestion des ressources humaines a connu ces dernières décennies de profondes transformations, s'appuyant sur d'autres disciplines scientifiques.
Ce mouvement de professionnalisation nécessite l'identification des problèmes dans le secteur des ressources humaines et des échanges sur des thèmes d'intérêt général en vue des solutions concrètes pour l'amélioration continue de cette fonction. Cette rencontre de Yamoussoukro a donné donc occasion aux spécialistes praticiens, aux experts consultants, aux universitaires et aux leaders burkinabés et maliens des organisations sœurs du réseau ivoirien de communiquer largement sur le rôle de la fonction ressources humaines et son apport à l'évolution stratégique d'une entreprise. Les ressources humaines, c'est l'âme d'une entreprise et une croissance d'une entreprise ne peut se faire sans le développement des ressources humaines dans un cadre harmonieux et un climat serein. Ce serait une très bonne chose que ce type de rencontre se multiplie et que on crée réellement un vrai cadre où on pourra échanger sur les problématiques que nous vivons au quotidien dans nos entreprises. Ça dit que si au Burkina Faso, il y a des problèmes que vous rencontrez, vous devrez être à mesure donc de joindre immédiatement vos collègues qui sont en Côte d'Ivoire pour leur demander exactement comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ont rencontré ces mêmes problèmes et comment est-ce que ces problèmes ont été solutionnés. La question de la revalorisation du SMIC et son application en Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux participants. Ils ont fait plusieurs communications, dont l'aide des entreprises aux structures étatiques dans l'employabilité des jeunes par la signature de conventions, stages, écoles en vue de leur insertion. La rencontre s'est achevée par une remise de diplômes aux participants. Les cadres africains œuvrant dans le domaine des projets de développement ont renforcé récemment leurs capacités. C'était à la faveur d'une rencontre de haut niveau initiée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en collaboration avec la Banque arabe du développement. Thème de la rencontre, évaluation et suivi de l'exécution des projets de développement au profit des pays africains. Nous, Sangaré et Patricia Omouetia pour le compte-rendu. Le séminaire de formation et de renforcement des capacités des cadres de l'administration africaine a pour but d'améliorer leurs capacités en matière d'évaluation de projets. Une initiative du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, en collaboration avec la Banque arabe pour le développement des États africains. Aucun développement ne peut se faire sans un projet de développement, surtout maintenant qu'on parle de l'émergence. Pour être véritablement sur le chemin de l'émergence, il faut pouvoir monter des projets qui soient bancables, des projets qui tiennent compte de nos réalités et puis monter des projets que nous-mêmes nous pouvons suivre dans leur exécution afin qu'ils portent des fruits. On ne forme pas pour former, mais on forme des cadres, des managers, c'est pour prendre des postes de responsabilité dans leur propre pays. Et on est convaincu que c'est en travaillant sur la ressource humaine qu'on pourra avancer, qu'on pourra créer des richesses, qu'on pourra mieux gérer, qu'on pourra développer les pays africains. Les participants saluent la tenue de cette rencontre. C'était très fructueux, très enrichissant, surtout les partages d'expérience. C'est pour ça qu'on a demandé qu'on puisse nous former en côté d'un module complémentaire, notamment en procédure de passation des marchés et acquisition des biens et services. Créé en 1970, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a pour mission de mettre à la disposition des entreprises et organismes privés, parapublics et publics, les outils et techniques contribuant à la résolution de problèmes de gestion. Un vibrant hommage a été rendu récemment à Anne Richemont Alangba, auteure des chants à usage pédagogique. L'enseignante, aujourd'hui âgée de 88 ans et à la retraite, a été honorée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. La cérémonie s'est déroulée à la grande chancellerie de l'Ordre national. Il faut ajouter que Anne Richemont Alangba a à son actif des œuvres telles que l'hymne de la Croix-Rouge. Suivez ce reportage. Pour avoir consacré toute sa carrière à la construction et au rayonnement de l'école ivoirienne à travers son recueil de chants à usage pédagogique, Anne Richemont Alangba, âgée de 88 ans, est honorée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, soutenu par ses pairs. Chère maman Richemont, tout ton parcours nous inspire respect et admiration. Tu as été
parmi tant d'autres, une Amazone de l'école ivoirienne. C'est tout naturellement que la nation reconnaissante t'a élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite de l'éducation nationale et de commandeur de l'ordre national. Les soldats du progrès, le temps des vacances, les bâtisseurs sont quelques-uns des chants de cette surveillante, institutrice, directrice. Anne Richemont a pu, à travers ses enseignements, inculquer l'amour à ses élèves. N'ont pas besoin de sortir des entrailles d'une femme pour être son enfant. Elle m'a vraiment appris l'amour du travail, à aimer les autres, qui ne sont ni de votre ethnie, ni de votre tribu, ni de votre famille, ni de votre région. J'ai eu moi-même le privilège d'avoir Anne Richemont, future Madame Alangba, comme surveillante générale au collège de jeunes filles de Benjerville. Si je n'ai pas abandonné l'école au début de ma 6e, c'est un peu grâce à Madame Alangba. Les chants de Anne Richemont servent à la formation intellectuelle, spirituelle et civique de l'individu. À Benjerville comme à Boaké, j'ai instauré le chant du soir après l'étude, avant le coucher d'une part, et les activités récréatives d'autre part. La conjugaison de ces efforts a donné les résultats escomptés. Le chant est donc un lieu de motivation, où l'élève rencontre son prochain, sur des bases récréatives. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, apporte une aide de 10 millions de francs CFA à la direction de la pédagogie et de la formation continue pour l'enregistrement en studio des chansons de Anne Richemont Alangba à l'attention de tous les cycles d'enseignement. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burundi, l'entraînement de miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo voisine suscite des inquiétudes. Entre les mains de ces représentants de la société civile, une pétition qui pèse lourd. 19 000 personnes l'ont signée. Elles exigent l'ouverture d'une enquête sur de possibles distributions d'armes à des militants du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. C'est une question très sensible d'entraînement paramilitaire qui ont fait des ravages dans cette région, surtout des Grands Lacs, où on a vu que les conflits qui se sont succédés dans cette région ont fait des ravages. Et donc nous sommes des militants de la paix. Une pétition remise à l'Union africaine, à l'ONU et à la présidence burundaise. Avec cette question, la Ligue des jeunes du CNDD-FDD a-t-elle été armée? Y a-t-il eu entraînement paramilitaire? L'affaire agite Bujumbura depuis la fuite d'une note confidentielle de l'ONU. Les diplomates y évoquaient de possibles distributions d'armes. Dernière étape de la délégation, l'ambassade congolaise. Certains jeunes s'entraîneraient dans l'est de la RDC. S'il y a des entraînements réellement, que cela se sache et que ce soit stoppé avant que ça ne déstabilise encore plus la région. Et si jamais il n'y en a pas, que ce soit clarifié aussi pour que les gens soient tranquilles, pour qu'on soit tous tranquillisés, mais que c'est une affaire qui ne peut pas rester comme cela. Pour l'heure, le gouvernement burundais refuse toute enquête. L'affaire intervient dans un climat politique de plus en plus tendu à 1 an de l'élection présidentielle. L'actualité en bref sur le continent, on commence par Malte, près de l'Italie. Nouveau drame en Méditerranée. Les corps inanimés de 19 migrants ont été retrouvés samedi sur une embarcation à la dérive entre la Libye et Malte. Selon les secours italiens, ils auraient été victimes des gaz d'échappement de leur embarcation. Un bateau en bois qui transportait plus de 400 personnes. 2 hommes dans un état critique ont été transportés à l'hôpital de Palerme en Sicile. La 20e conférence internationale sur le sida s'est ouverte dimanche en Australie par un hommage rendu aux 6 experts morts dans le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Une minute de silence pour honorer la mémoire des professeurs Job Lange, Glenn Thomas et Lucy Van Mens, éminents spécialistes qui manqueront à la lutte contre la pandémie. Que cette minute de silence soit l'expression de notre tristesse, de notre colère et de notre solidarité. Près de 12 000 personnes et praticiens sont attendus à Melbourne pour faire le point sur les avancées de la recherche. 2 millions de personnes ont contracté la maladie en 2013. J'adresse mes sincères condoléances après cette terrible perte. Je rends un vibrant hommage à ceux dont le voyage vers Melbourne a été interrompu brutalement. Ils étaient résolus, comme vous, à en finir avec le sida en 2030, dans le respect des droits de l'homme.
with the human rights at the forefront. Une note d'espoir, le nombre de décès est en baisse de 12% en 2013, des progrès dus à la prévention et à la généralisation des antirétroviraux. Le dialogue intermalien entamé mercredi à Alger se poursuit dans un esprit positif, a déclaré samedi le ministre algérien des Affaires étrangères. L'objectif de ces négociations entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés maliens est de trouver un consensus pour une forme d'autonomie du Nord Mali. Les discussions portent sur la réconciliation, la justice, la sécurité et le développement économique. Faisons à présent un tour de l'actualité en bref dans le monde. Plus aucun corps n'est visible sur le principal site du crash où les séparatistes nettement plus discrets contrôlent toujours les abords. Ces derniers se sont engagés à garantir la sécurité des experts internationaux sur le site si Kiev conclut un accord de cessez-le-feu. Des experts malaisiens sont arrivés en Ukraine. Selon des sources anonymes, on apprend que des satellites américains auraient repéré des batteries de missiles franchissant la frontière russo-ukrainienne. Une boîte noire a été retrouvée. Recrudescence de la violence en Irak, au moins 12 personnes ont été tuées et 40 autres blessées samedi dans 4 attentats à la voiture piégée dans différents quartiers de Bagdad, au moment où le président Talabani est de retour au pays après 18 mois de convalescence à l'étranger. À Mossoul, des centaines de chrétiens ont fui la ville face aux menaces des djihadistes. La société des tabacs Reynolds devra verser une indemnisation de plus de 23 milliards de dollars à la veuve d'un fumeur décédé d'un cancer du poumon, une somme record pour un seul plaignant dans l'histoire de la Floride. Le verdict est assorti de dommages et intérêts de 16 millions de dollars à verser à la succession du défunt. Reynolds va faire appel de ces décisions pour qui le jugement va au-delà du raisonnable et de l'équité. C'était le 20 juillet 1969, il y a 45 ans, 2 astronautes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin de la mission Apollo 11, ont marché pour la première fois sur la Lune. Un événement sans précédent devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. À l'époque, il s'agissait de démontrer en pleine guerre froide la supériorité des États-Unis face à l'Union soviétique dans la course à la conquête de l'espace. Un programme qui a mobilisé 400 000 personnes et un budget considérable d'une valeur de 135 milliards de dollars. Pardonnez-nous pour ce léger problème technique. Direction Arles, en France, une ville d'art et d'histoire où des photographies retracent la femme dans l'imaginaire colonial à travers des cartes postales. Atmosphère confinée dans ce dédale rouge, où chaque visiteur de l'exposition Bon baiser des colonies remonte le temps. Le regard de 4 totems nous accueille alors que des sabres de lumière zèbrent la pénombre. Balais lumineux qui projettent des bribes du passé colonial de la France. Résurgence de la mémoire. S'offre à l'œil une collection de cartes postales dédiées aux femmes de l'ancien empire, indochinoises, maghrébines, africaines. Dans cette exposition, il est question de mettre en valeur quelle a été la représentation de ces femmes à un moment donné de l'histoire coloniale française. On s'aperçoit que selon les aires géographiques, selon les mondes, la représentation n'est pas la même. C'est la plus belle de son pays. Une âme de voyeur s'empare alors du visiteur plongé dans ce cabinet de curiosité. En Indochine, la femme est présentée dans son intérieur. C'est la concubine du colon, la congaille, dite petite épouse. Ici, peu de fantasmes, hormis l'exotisme. Au Maghreb, la femme voilée excite l'imagination, mais là le pas de la nudité est franchi. Une violence pour cette société traditionnelle. Au cœur de ces images, c'est l'invite sexuelle qui est mise en scène. Ces femmes sont le plus souvent photographiées dans des corridors, dans des patios. Elles semblent attendre le colon pour le conduire dans des harems imaginaires. Plus au sud, la nudité est la règle dans les cartes postales. On y exhibe les corps dans une nature reine et sereine. Le regard d'ethnologue vante le mythe du bon sauvage, heureux de sa condition, et des femmes travailleuses au village comme dans les champs. 3 images, 3 représentations, un même malaise. Cette image un peu de la femme qui est fantasme, qui représente tous les fantasmes du monde occidental en fait, ça dérange un peu. C'est ce manque de sensualité en fait qui est choquant, qui justement montre que les femmes là sont représentées comme des objets et non comme des personnes. Exotique, érotique, heureuse,
Ces représentations véhiculaient vers la métropole l'image trompeuse d'une colonisation pacifiée et positive. Une communication du quotidien qui maintenait ces femmes prisonnières de l'histoire et du pouvoir du colon. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI1. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.